Monsieur Trojman, bonjour. Bonjour, jeune homme. On va commencer doucement, Oui, tranquillement. tranquille. Vous avez une profession quand même assez controversée. Ah bon? Ah bah, je trouve quand même l'opinion populaire, Mhm. c'est pas si simple quand même Ouais. tous les jours de porter le fardeau d'être un psychanalyste. Alors dites-moi en plus. En fait, ce qui fait l'intérêt de la psychanalyse, c'est précisément d'être controversée. D'accord, Et elle l'a toujours été. d'accord, Pourquoi? Parce que elle touche aux plus grandes résistances de l'être humain, d'accord. Qui sont lesquels? qui sont le fait de pas accepter qu'on ait... Freud, je crois que je vous ai déjà raconté ça, que Freud avait repéré 3 humiliations dans l'histoire de D'accord. l'humanité, D'accord, qui était donc une humiliation cosmogonique qu'il attribuait à Copernic, parce que jusqu'à Copernic, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. donc d'où la révolution copernicienne, c'est ça? Voilà. D'accord. Et notre ami Copernic est venu dire aux hommes, excusez-moi de vous déranger, mais ce n'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout le centre de l'univers. Ça a créé ce qu'on appelle une blessure narcissique. Et les hommes ne le supportent pas. Les êtres humains ne supportent pas ce genre de blessure. La deuxième blessure narcissique, dit Freud, elle a été infligée par Darwin, Mhm. qui est venu leur dire, la Bible vous dit que vous êtes une espèce supérieure et que vous avez la maîtrise sur les animaux, etc., etc. On a vu ce qu'on en a fait. Et Darwin explique que non, on est une seule et même espèce. Alors on a résumé ça en disant qu'on descendait du singe, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que nous sommes des animaux vivants, avec un langage, etc. Je pense que le mot langage, on y reviendra. Et la troisième humiliation, Freud dit, c'est moi, Sigmund Freud, qui l'inflige à l'humanité. Et en faisant quoi? En leur disant jusqu'à présent, vous avez dit je. Ok. Et vous avez toujours pensé que quand vous disiez je, c'était vous qui parlez. Eh ben moi je vous dis, c'est la fameuse phrase de Descartes, je pense donc je suis. Et moi je vous dis que quand vous dites je, c'est pas vous qui parlez. Donc c'est Quoi? C'est l'inconscient. pas moi qui parle. Ça serait l'inconscient. Alors c'est Ce qu'on a appelé l'altérité, l'autre, l'inconscient. l'inconscient, c'est beaucoup de choses, mais D'accord. c'est pas vous. Et D'accord. donc la phrase qui résume cette pensée de Freud, c'est le moi n'est pas maître en sa demeure. Et là, les êtres humains se sont totalement quoi? Moi, quand je dis je, c'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Eh ben, les êtres humains ne sont pas d'accord avec ces vexations symboliques et narcissiques. D'accord. Et ils se révoltent contre. C'est pour ça que la psychanalyse a été souvent contestée, en effet. Super. Je voulais savoir comment on se dit dans sa vie, je vais devenir psychanalyste, psychothérapeute, criminologue dans votre cas. Ouais. Comment on advient à devenir? Alors, c'est une bonne question. Parce que je pense qu'il y a quand même un chemin, un processus Ouais. assez particulier. C'est pas Ouais, un ouais. métier où on produit quelque chose. Donc c'est quand même un métier réparateur. Non, c'est Ouais, on réparateur. produit de la vie. D'accord. Voilà, Alors, on produit de la vie. C'est une bonne question. Moi, j'ai été élevé au Maroc. mhm. Et sincèrement, jusqu'à l'âge de 13 ans où j'ai mis les pieds au Maroc, je Mhm. n'avais jamais entendu parler du mot psychanalyste. Jamais. C'est quand même récent dans l'histoire de l'humanité. Certes, mais j'aurais pu en entendre parler, mais c'était pas, ça faisait pas partie de notre culture. Mhm. Et quand on commençait à entendre les premiers fantasmes oedipiens, etc., on se disait, c'était très drôle, on se disait, ah, mais c'est pas pour nous, ça, c'est pas dans notre culture, ça n'a rien à voir. Ok. Bon. En fait, je l'ai rencontré, en fait, très pratiquement, je suis devenu psychanalyste parce que j'ai été photographe très longtemps. D'accord. Et souvent, pendant mes séances de photos ou après les séances de photos, les jeunes filles que je photographiais me parlaient beaucoup et me disaient beaucoup de choses très intimes qu'elles avaient jamais dites avant. Et j'étais plutôt de bons conseils. Voilà. Et donc, En fait, un jour, c'est le fait d'avoir été une oreille au préalable ouais, qui vous a rendu peut-être psychanalyste. Vous vous êtes dit, bon, les gens aiment bien me causer, Ouais. me raconter leurs problèmes, donc voilà, on m'a peut-être que je vais attribué en une faire quelque espèce de chose. talent. Et quand j'ai eu l'occasion de faire des études, je me suis dit, bon, je vais aller voir ce que vaut ce talent-là. D'accord. Et donc, j'ai fait une formation j'ai fait des études de psychologie et d'obédience psychanalytique, parce que Mhm. c'était ça qui m'intéressait. Mhm. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu officiellement psychanalyste. Mais après, quand on devient psychanalyste et qu'on fait une analyse, on s'aperçoit qu'en fait, on a été psychanalyste très petit, enfant déjà. C'est-à-dire qu'on a compris, moi j'ai compris quand j'étais très enfant, Mhm. des choses qui relevaient de la psychanalyse. C'est-à-dire que j'analysais ce qui se passait dans ma famille et j'ai compris des choses très petites. Et d'ailleurs, chaque fois que je rencontre un enfant dans mon cabinet ou que mes patientes viennent avec un enfant parce qu'elles ont un problème, je dis toujours, je leur adresse toujours, je dis, ah, mes collègues, comment allez-vous? Je les considère, En parlant des enfants. en parlant des enfants et aux enfants, je les considère comme mes collègues parce que je sais que eux ont déjà compris très très tôt Mhm. ce
ce qui relevait des pathologies familiales, de la règle de l'amour dans la famille. Ils ont cette intelligence-là. C'est comme si l'intelligence était déjà enfouie en nous et que malheureusement, entre guillemets, la vie floutait tout ça par toutes les influences externes qui peuvent être forcément négatives, Alors, surtout aujourd'hui. C'est pas que l'influence externe. En fait, c'est les affects qui enfouissent l'intelligence des enfants. C'est-à-dire que les enfants comprennent des choses sur leurs parents, mais c'est ce qu'ils comprennent par leur intelligence vient se confronter à leur amour de leurs parents. Et ils se disent, je peux pas faire ce procès-là à mes parents, puisque je les aime et ils m'aiment. Et en même temps, je peux les détester et voilà. Et donc, c'est ce conflit-là. Souvent, ouais. Ça me fait penser, hein. Je dis, ma mère ne m'a même pas concerté avant de m'accoucher. Oui. C'est-à-dire que, qui t'a dit que je voulais être là, moi? Ah, mais alors ça, mon vieux, si je peux me permettre. Ouais. Ça, c'est la seule. Si on doit être, on n'est même pas obligé d'être reconnaissant à ses parents. Non. Mais le fait qu'il t'ait donné la vie, ça, c'est un truc qu'il faut même pas, il faut poser la question à personne. D'accord. Si une femme décide de donner la vie à un enfant, elle a décidé. Alors, ça pose d'autres problèmes sur la fonction du père, etc. Mais s'il y a une chose qu'on peut pas, enfin, comment dire, la notion de la dette est très importante dans la psychanalyse et dans la psychologie humaine. Mais s'il y a une dette importante qu'il faut juste laisser couler, laisser tourner, c'est la dette de la naissance. Je crois. Et vous avez souvent des parents qui viennent vous voir avec leurs enfants? Pas souvent, mais j'ai des parents qui sont venus souvent avec des enfants. Alors soit c'était un petit problème ponctuel, soit c'est des problèmes beaucoup plus lourds, soit parce qu'ils ont un papa un peu difficile, soit parce que voilà, il y a des choses des fois qui sont très très douloureuses et compliquées. Okay. Et souvent, soit j'invite les parents à venir avec leur enfant, soit c'est les parents eux-mêmes qui me demandent s'ils peuvent venir avec leur enfant pour dégager une position un peu douloureuse dans laquelle l'enfant s'enferme ou des choses comme ça. Ok. Et dans le cadre de vos études, quel a été le tournant majeur qui a pris le sens de faire de vous un psychanalyste? Alors, je pense que d'abord, j'ai commencé une analyse en même temps que mes études. C'est obligatoire, non? C'est obligatoire pour devenir psychanalyste, parce que c'est là où on éprouve les résistances, comment est-ce que on voit quelque chose, enfin le psychanalyste voit quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le voir, vous n'arrivez pas à l'entendre. Il a beau essayer de vous tendre des perches, vous voyez pas parce que vous êtes aveuglé par vos résistances. Donc l'expérience d'éprouver ces résistances et comment les lever, ça passe par le fait de faire soi-même une analyse. Moi, j'ai adoré mes études de psy. J'ai vraiment adoré mes études. C'était passionnant, c'était d'une intelligence inouïe. J'ai appris des choses sublimes. Et c'était dans la joie, la bonne humeur, vraiment le plaisir d'étudier, le plaisir c'est un continent de savoir et d'intelligence qui m'ont rendu plus intelligent, qui m'ont rendu plus. Alors j'ai été réduit à de l'humilité, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à la fac, je me suis dit bon il faut apprendre tout depuis le début. Et j'ai appris tout depuis le début, et c'était vraiment machin. Maintenant le tournant, il n'y a pas eu de tournant parce que c'est comme si j'avais toujours été psychanalyste en fait. Okay. Que ce soit quand j'étais enfant ou que ce soit même quand j'étais photographe et que vraiment je me souviens d'une jeune femme que j'avais photographiée et qui s'était tellement lâchée, qui avait dit des choses qu'elle n'avait jamais dites de sa vie et et un jour je remonte chez moi et je trouve un petit mot désolé, mais c'était la première fois que je disais ça et elle avait signé Le Grain, sous-entendu elle avait un grain de folie en fait. Donc c'était voilà, mais je crois que ça a toujours été le cas avec mes amis, avec mes frères, mes sœurs. Donc vous êtes le psychanalyste de la famille. Voilà, j'ai pas beaucoup, enfin si j'ai pas mal de talent, mais celui-là, il me semble que je l'ai. Ok, ok, pas mal. Et aujourd'hui, donc vous êtes clinicien, c'est ça? Ben, ce qu'on appelle clinicien, c'est-à-dire qu'en fait, oui, je reçois. Vous avez un cabinet, etc., voilà, etc. Voilà. Ok. Et comment évolue ou a évolué le métier de psychanalyste avec l'arrivée du monde moderne en quelque sorte, donc c'est-à-dire l'utilisation de smartphones, d'écrans, de consommation d'écrans, de surmédiatisation, d'hyperopinion, etc. Comment vous
vous le percevez en Alors, étant assis à votre bureau ou à votre cabinet? Alors, il y a d'abord un truc génial qui a changé avec les réseaux. C'est un truc qui s'appelle Doctolib. C'est-à-dire que c'est bête à dire, mais de façon très pratique, aujourd'hui, les patients prennent rendez-vous au travers de cette application-là notamment. Alors qu'avant, c'était recommandé par des gens. Moi, j'avais eu la chance de travailler pendant des années dans un hôpital, donc mes collègues médecins m'envoyer des patients, etc. Mais là, avec Doctolib, les gens, vous avez une feuille de présentation, vous vous présentez, et les gens, quand ils cherchent un psychanalyste, eh ben, ils vous trouvent et ils viennent. Alors, ça a des revers. C'est que les gens, c'est très difficile d'instaurer un rapport direct avec les patients parce qu'ils ont tendance à vouloir prendre le rendez-vous suivant par l'application. Alors moi, j'ai cassé ça. Pourquoi l'application prend des commissions? Non, elle prend pas du tout de commission, c'est juste une mensualité. Voilà, donc non, il n'y a pas de commission, ça serait pas bien, ça serait pas possible. Donc c'est très utile, ça a l'air de rien, mais c'est très utile et ça vous apporte des patients, beaucoup de patients, etc. Alors des patients que vous vous attendiez pas à voir, il y a vraiment de tout. Et après, après ça marche ou ça marche pas, ça tilte ou ça tilte pas. Mais bon, pour répondre plus sérieusement à votre question, c'est que on voit bien que le monde va pas bien. Ah ouais. Ah oui. Causé par l'influence causé partout, par les malheurs qui s'accumulent, On a l'impression qu'on n'a aucune occasion de respirer. Les êtres humains n'ont plus aucune occasion de respirer. On finit un événement inouï dans l'histoire de l'humanité qui était le Covid. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où on était au courant qu'il y avait une pandémie mondiale. Et on était confinés, c'était une expérience très très particulière. Pour les enfants, c'était impressionnant parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, parce qu'ils sont. Alors il y a des familles où ils allaient à leur maison de campagne parce que la bourgeoisie, etc. Mais tous les enfants des quartiers pauvres ou des quartiers défavorisés, même des classes moyennes, tout. Même des classes moyennes, c'était extrêmement difficile. On est sorti de là-dedans, on pensait que c'était super bon. On se tape la guerre en Ukraine, on s'est tapé des attentats à côté de chez nous. Que ce soit à Nice, à Paris, machin, etc. Donc, c'est des traumas extrêmement importants. Après, ça, c'est quand même en Occident, en Europe, etc. Non, c'est dans le monde entier. Et les gens, on est ouverts sur tout ce qui se passe dans le monde entier. En fait, moi, je pense que c'est plus l'information, être gavé d'informations qui nous pèse. Elle nous pèse parce du coup, vous avez raison, on n'a plus les moyens, on n'a même pas le temps, en fait, de les métaboliser. Okay. Et on n'a pas tous les moyens de les métaboliser. C'est-à-dire, on n'a pas assez de culture, on n'a pas assez de savoir, on n'a pas assez de recul historique, on n'a pas assez d'outils. Et donc, du coup, on est ce que quelqu'un a appelé récemment les affects contre l'intelligence, en fait. Voilà, l'affect contre l'intelligence. Et on a vu tout à l'heure que l'affect pouvait empêcher l'intelligence dans le débat, dans le conflit affectif que les enfants ont par rapport à ce qu'ils ont compris sur leurs parents. Mais aujourd'hui, l'affect, évidemment qu'on est tous bouleversés par un drame ou par une guerre ou par tout ce qu'on veut, mais c'est difficile de prendre le temps de l'intelligence, de la réflexion, de savoir les tenants et les aboutissants. Et puis l'homme prépare jamais la paix. Il prépare jamais la paix. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ah, mais c'est vrai. C'est on dit toujours, on prépare la guerre en temps de paix. Non, c'est ça, c'est pas vrai. Mais même en temps de paix, on prépare pas la paix, ou en temps de guerre, on prépare pas la paix. C'est vrai. On ne prépare jamais la paix. C'est terrible, c'est désespérant même. Ah, c'est désespérant. Mais oui, c'est vrai, c'est désespérant. Et vous, votre jeunesse, enfin votre génération à vous, et la suivante, vous êtes confrontés à des trucs, mais qui sont, je sais pas comment vous allez vous débrouiller pour vous en tirer, pour garder quand même l'espoir, voilà. Et donc, en effet, ça se ressent dans les cabinets. Ok. On a de plus en plus de personnes qui relèvent presque de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'il faudrait... Moi, j'ai beaucoup de patients où je mets en place une thérapie en binôme avec un psychiatre. C'est-à-dire que les psychiatres suivent les besoins en médicaments, en hospitalisation dans les éventualités. Et moi, j'essaie de faire le travail de fond, de compréhension des crises, de compréhension, etc. Mais on a alors que les cabinets de psychanalystes, avant, ne recevaient que des bons névrosés, voilà, des choses comme ça. Là, on a vraiment beaucoup de cas qui relèvent réellement de la psychiatrie. Donc, soit on les a en direct, d'accord, soit c'est les compagnons ou les compagnes de nos patients.
Ouais, j'ai compris. Qui viennent se plaindre de... Voilà, c'est-à-dire que la plainte qu'apporte une patiente de son mari ou de son compagnon, très vite, on comprend que le compagnon n'est pas juste un bon névrosé. C'est quelqu'un qui relève de la psychiatrie, qui a besoin d'être psychiatrique, et on est obligé au bout d'un moment de le dire à la personne, et de dire à la personne qu'il faut qu'elle intègre cette donnée dans sa gestion du rapport avec son compagnon. Mais parce que finalement, le téléphone de nos jours, c'est une drogue. En réalité, moi, j'ai lu un article récemment sur le JDD où on parlait, par exemple, de TikTok, qui était la drogue dure du 21e siècle. Donc, ce qui est qualifié de drogue, puisque ça a le même mécanisme psychique qu'une drogue et qu'une addiction. Donc, comment on fait quand finalement, on est tous soumis à une drogue? C'est une vaste question, hein. Non, c'est une vaste question qui donne l'ampleur de ce à quoi on est confronté. D'accord. Parce que le problème, c'est que c'est pas seulement une drogue qui prend les gens, elle change les gens, elle change l'imaginaire des gens, elle change le rapport des gens avec et surtout, en fait, elle manipule l'inconscient des gens. C'est ce que j'ai compris, moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais pour vous donner un exemple, l'exemple le plus spectaculaire et le plus flagrant. Cambridge Analytica. Ça, c'est un truc très intéressant sur la manipulation des gens dans leur choix électoral. Et aujourd'hui, c'est le plus gros danger dans toutes les démocraties. Okay. C'est qu'aujourd'hui, on n'est même plus libre de ce qu'on va voter. On pense qu'on est libre de choisir son vote, mais ce n'est pas vrai. On est manipulé même dans le choix de son vote. Mais là où c'est encore plus grave, c'est par exemple dans la pornographie. D'accord. Voilà. Sujet tabou quand même. Sujet pas si tabou que ça. Maintenant, les gens en parlent. Écoutez, c'est le mais plus comme gros budget. Comme les gens en consomment, et c'est quand même. Tout le monde en consomme. Beaucoup de gens en consomment. Et très jeunes. Très jeunes. Et ça a des conséquences phénoménales. Pourquoi ? Parce que la sexualité, bon, on rigolait sur Freud et la sexualité. Il a mis en effet au premier rang la question de la sexualité infantile, adulte, etc. Mais ça a une fonction, c'est-à-dire que ça a une fonction. Et par exemple, l'imaginaire la sexualité d'une personne se construit sur son imaginaire infantile. D'accord. Donc en fait, on laisse plus place, à cause du porno, à l'imaginaire et au fantasme infantile que devrait rendre compte la sexualité. Exactement, vous avez compris. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller trouver sa sexualité dans sa racine infantile, eh ben, elle est imposée par la pornographie. Et donc, les gens n'ont plus de lien, il n'y a plus de lien entre leur sexualité et leur sexualité infantile, entre guillemets, ou l'imaginaire de leur sexualité infantile. Et ça, c'est très, très, très grave. Ça, c'est très, très grave. Et on ne connaît pas les conséquences. Mais on peut imaginer que la violence qu'on voit tous les jours, elle résulte de cette absence de lien entre l'imaginaire individuel, personnel, intime et le fait qu'il n'y a plus, ce lien-là. Ce lien a été coupé, en fait. Ok. Donc voilà, on a en effet, à cause des réseaux sociaux, à cause des malheurs qui se cumulent dans l'histoire, dans le monde depuis 10 ans maintenant, sans aucun répit. On n'a aucun répit. En effet, la souffrance est plus grande, la solitude est plus grande, et vraiment la souffrance intime est plus grande. Puis pardon, mais il y a un autre problème qui est soulevé par les réseaux sociaux, c'est la question de sa propre valeur. C'est-à-dire que quand un patient vient, il a des problèmes de sa propre image, en fait. Il a une souffrance de son, mais pas narcissisme dans le sens je suis narcissique, etc. Non, dans ce qui le structure, dans le, j'utilise souvent le mot de sanctuaire de lui-même, en fait. Eh ben, aujourd'hui, si vous n'avez pas un certain nombre de likes, c'est comme si vous n'existiez pas. Ah, ça fait mal au cœur. Ah oui, ça peut faire mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais ce qui est normal. Oui, mais c'est pas normal. Non, oui, ce qui est pas normal, mais ce qui est devenu une norme. Voilà. Donc normal. Mais oui. Et donc, imaginez la souffrance que c'est si vous ne dépendez que du regard des autres. Alors que c'est important, en psychanalyse, le regard de l'autre est très important. L'altérité est très importante. Et il faut qu'elle soit structurée. On n'existe que parce que les autres existent. Il y a Berkeley qui défendait un terme qui disait « être, c'est être perçu ».
Oui, mais il faut pas. Finalement. Oui, mais il faut pas être réduit à celle de la perception de l'autre. D'accord. Il faut que, en soi, Mhm. moi j'aime beaucoup citer la phrase de Julia Kristeva, qui est une grande psychanalyste, comme vous savez, Mhm. qui disait une phrase que j'aime beaucoup. Elle disait, moi, mon papa, il m'a tellement aimé et adoré que quand mes copines, quand j'étais adolescente, venaient me dire, ah, tu sais, ce mec-là, il ne t'aime pas, Mhm. j'étais sûr que le mec se trompait. Bon, ça veut dire quoi? Ça a l'air drôle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours garder au fond de soi un sanctuaire de soi qui repose sur l'amour de ses parents, qui repose sur l'amour de quelqu'un qu'on aime ou qui vous aime. Et même s'il y avait un défaut d'amour chez ses parents, il faut le construire, ce sanctuaire de soi. Et peu importe les likes, peu importe les réussites, peu importe les échecs, il faut toujours retrouver ce socle de soi qui est très important. Parce que finalement, les likes, c'est devenu une vertu. Dans le sens où c'est comme si avoir beaucoup de likes, c'était un aboutissement. Et donc, le fait d'avoir beaucoup de likes, ça mettait en avant sa propre personnalité. En fait, c'est comme si le like te définissait socialement. Le mot like, ça veut dire aimer. Ouais. Donc, plus de gens... C'est plus des unités d'amour. Voilà. C'est comme si on Mais ça se fait du mettait bien des à jetons. l'ego des gens. Évidemment, heureusement que ça fait du bien à l'ego. Oui, mais celui qui n'a pas, contrairement à l'autre, ça lui fait du mal. Mais évidemment que ça C'est lui ça fait le du problème. mal. Mais le problème, ça lui fait du mal. En fait, Or, le problème, c'est que ça fait du mal aussi. ça fait du mal et ça fait du bien. Mais le Oui, mais problème, si ça faisait que du bien, ça serait cool. Oui, mais il y a des gens que ça fait du mal. J'ai entendu parler d'une histoire d'un couple qui se sont dit, allez, on va se mettre sur les réseaux sociaux pour avoir des rencontres. Le mec n'a pas eu un seul appel, un seul contact. Et la femme en a eu des centaines. Bah oui, c'est normal. Mais oui, c'est normal parce que mais c'est même pas parce que les mecs appellent, c'est que les algorithmes qui fonctionnent et qui font fonctionner ces applications privilégient le choix des hommes sur les femmes que plutôt des femmes sur les Mais hommes. déjà, je vais vous dire, un homme, non, une femme sur un site de rencontre ne paye pas. Alors qu'un Par homme exemple. paye. Oui. Donc ça pose. Après, ça, c'est le marché, quoi. Je pense que pour répondre à la La question loi de la est- souffrance du like ou du pas like, Mm. c'est de sortir de ce schéma-là. C'est-à-dire Donc, que, aboutir sa présence sur les réseaux sociaux, en réalité. éventuellement, mais ça va être difficile. Ça Ah va non, être mais c'est difficile. plus quasiment possible impossible de faire maintenant. retour en Ah, mais arrière. C'est d'accord, plus c'est possible. quasiment C'est plus possible. Non, non, c'est se dire, ma valeur, c'est pas le nombre de likes. Ma valeur, c'est l'amour que mes parents m'ont porté, c'est l'amour que je suis allé me fabriquer moi-même au travers de passions que j'ai, d'admiration que je peux avoir, etc. Et ça, c'est très, très important, parce que sinon, il va y avoir des effondrements narcissiques, mais de tous ordres. Il y a des suicides. Il y a des suicides, et puis, c'est pas ça, c'est que En tout cas, des tentatives, du et moins. puis, il y a une uniformisation. Vous regardez même les jeunes filles sur Internet Mm. ou sur les réseaux sociaux, elles ont toutes les mêmes postures, les mêmes positions. Vous regardez des clips, c'est tous les mêmes. Mm. Tous. Mm. C'est les mêmes gestes, les mêmes mouvements, le même érotisme, Mm. la même sensualité véhiculée. C'est la même chose. Donc, il y a une espèce d'uniformisation totale. Et pardon de le dire, mais la psychanalyse, Mhm. c'est la seule chose qui privilégie uniquement l'unité d'une personne. Une personne est unique. Elle n'est égale elle est égale à toutes les autres, mais elle est unique. Son intelligence est unique, sa poésie est unique, son affect est unique. Oui, dans le sens où il n'y a pas de thérapie de groupe. C'est des thérapies individuelles, finalement. Alors, la psychanalyse, c'est des thérapies individuelles. Mais il peut y avoir des thérapies de groupe. De Il peut y couple. avoir de couple ou des choses comme ça. Mais Ça même vous est dans déjà, le ça, couple, vous avez des couples ou... non, moi, ça m'est arrivé un petit peu, mais Ça se déchire sincèrement- beaucoup, non? Pardon? Ça se déchire beaucoup Non, mais c'est normal que ça se déchire, entre guillemets, dans le couple. Pardon de faire cette association-là. Alors, je vous savez, écoute. Vous savez que dans le judaïsme, Mhm. il se trouve que la psychanalyse, elle a quand même des racines un peu juives, Ah bon avec tous les problèmes que ça, Ok. ça voulait, voilà. Mais on dit que quand on signe quelque chose, D'accord. quand on signe un pacte, en fait, on le déchire, en fait. On ne signe pas un pacte. En hébreu, on brise un pacte. On déchire un pacte, en fait. C'est important, parce que en fait, c'est en même temps une déchirure dans le moi, puisqu'on accepte de partager une partie de son moi avec l'autre. Et c'est coûteux. C'est coûteux.
c'est difficile parce que pour reprendre le mot de Woody Allen, c'est dans le couple, c'est mon amour, nous ne ferons qu'un, moi. Ou la phrase de Serge Gainsbourg, je t'aime moi non plus. Voilà. Donc ça, c'est autre chose, c'est un autre mécanisme. D'accord. Bon, bref, voilà. Donc oui, on vit une époque très difficile avec des conséquences psychiatriques de plus en plus nombreuses et de plus en plus lourdes. Et vraiment, il y a des vraies failles symboliques de plus en plus chez les gens. Il y a des pères qui n'ont plus de fonction de père. Et ça, c'est très difficile à colmater. D'accord. Et vous, dans votre carrière de psychanalyste, vous avez vraiment vu des cas d'école, des gens où vous avez dit, ah ouais, là, c'est compliqué, ou là, je pourrais rien faire pour aider cette personne, ou là, je me dis, waouh, ça peut être dangereux, même pour moi en tant que thérapeute. Alors d'abord, il n'y a pas de carrière de psychanalyste. Il n'y a pas de... Voilà, c'est un travail, c'est un très beau travail, parce qu'on rencontre c'est très extraordinaire, parce qu'on rencontre des gens qui viennent avec leur propre vocabulaire, avec leur propre imaginaire, avec leur propre poésie, avec leur propre grammaire. Même les rêves qu'ils font, c'est leur grammaire à eux. C'est comme s'ils l'avaient inventé eux-mêmes. Voilà. Une expérience d'un patient peut servir à aider un autre patient, mais il y a une chose qui leur est propre. C'est un langage qui leur est propre à chacun. Et ce qui est fascinant, c'est pour ça qu'on s'ennuie pas une seconde, même si on fait une journée entière avec des patients qui sont totalement différents. Et c'est tellement différent. C'est vraiment, il y a pas de risque d'habitude. Il y a pas de risque de répétition. Il y a pas de risque de répétition. Il y a pas de risque de c'est nouveau tous les jours, en fait. Voilà, c'est nouveau tous les jours et toutes les séances, c'est nouveau. Ok. Et quels sont les métiers récurrents de vos patients? Il y a des styles de métiers ou? Non. Non. J'ai un peu tout. J'ai des journalistes, j'ai des médecins, j'ai des docteurs, j'ai des doctorants, j'ai des petits jeunes qui font du son, qui font de la photo. Qu'est-ce que Non, vraiment, dans ma carrière, pour reprendre votre mot, j'ai tout vu, vraiment tout vu. Alors, c'est vrai, peut-être, c'est de la bourgeoisie, enfin, mais pas toujours, c'est pas vrai. Non, j'ai eu des étudiants, j'ai eu des lycéens. J'ai même eu un rêve que j'avais quand j'étais étudiant en psychanalyse. J'ai toujours rêvé d'avoir un rabbin comme patient. Ouais. Ouais, un Ouais, rabbin, parce que un finalement, imam ou un curé. les religieux ne vont pas chez le psy. Eh ben, pourtant, moi, j'en ai eu un. Ah. Et c'était génial. Et c'était de quelle religion? C'était un rabbin. Ah, ok. Voilà, Donc vous avez eu votre rêve. J'ai eu mon rêve. Et vraiment, c'était génial. Pourquoi? Ok. Parce que je savais pourquoi je voulais avoir un rabbin comme patient. Pourquoi? Parce que je savais qu'à chaque fois qu'il voudrait m'expliquer un mécanisme psychique chez lui, il allait se référer à la Torah ou à la Bible ou etc. Et donc, ça allait me donner une interprétation psychanalytique du passage qu'il allait évoquer, en fait. Ok, donc ça allait vous-même vous élever. Ah oui, mais c'était très intéressant. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Je me souviens d'un gars qui m'avait évoqué qu'un jour, il était chez lui et il avait un bébé et il y avait une table, il y avait un couteau sur la table. Ok. Et donc, il me dit, je me suis levé, j'ai pris le couteau, je l'ai mis de l'autre côté. Alors, je voulais être taquin avec lui, je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez enlevé le couteau? Il dit, je sais pas, comme ça. Je dis, non, pourquoi vous avez enlevé le couteau? Il dit, mais je sais pas, moi. Je dis, dites-moi, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Et alors, je dis, il dit, je sais pas, il y avait mon bébé. Je dis, quoi, le bébé pouvait aller toucher au couteau? Il me dit, non. Alors, je dis, alors, le couteau, il aurait pu prendre des ailes et aller blesser votre enfant? Il me dit, non. Et donc, poussé dans ses retranchements, il me dit, j'ai pensé à Abraham et au sacrifice d'Isaac. Ok. Et donc, c'était génial parce que voilà l'explication du sacrifice d'Isaac. C'est un papa qui a peur d'aller tuer son enfant. Ok, j'ai une question. Mais vous, en tant que psychanalyste, quand vous lui posez la question, vous avez déjà, au préalable, pensé à sa réponse finale? Oui, monsieur. D'accord. Enfin, mais c'est quand même assez spécial quand même parce que c'est-à-dire que vous jouez quand même avec autrui. C'est un jeu, un jeu avec le patient, mais c'est un jeu avec soi-même. Ouais. Il m'est arrivé à l'époque, vous savez, tous les jeunes psychanalystes prennent des notes. Ok. Ce qui sert absolument à rien, parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas prendre et le temps d'écouter le patient, et le temps de prendre des notes, et après de relire vos notes, et machin, ça sert à rien. Les notes ne servent à rien. Mais moi, j'avais créé un jeu qui me plaisait beaucoup, qui était de donner des titres à mes séances. Ok. En fonction du déroulement des séances.
Mais en même temps, Bas côté. la feuille, Mhm. il m'arrivait des fois de faire des hypothèses sur ce qui se passait avec le patient, à travers un mot, à travers machin, et j'écrivais l'hypothèse. Et évidemment, il y a une jouissance inouïe à la fin de la séance quand le patient tombe sur l'hypothèse que vous avez faite. Ah, vous avez gagné le jeu. J'ai gagné le jeu. Mm. Et je l'ai gagné avec moi-même, vous voyez. Mhm. Voilà. Et vous lui dites ou pas? Il m'est arrivé déjà de dire à des patients. Mais ça se voit que c'est une mauvaise idée. Non, pourquoi? Non. Ça peut Oui, le mais t'es blesser Ça peut le blesser, non? Non, au contraire. Non. Dans le sens où vous aviez déjà perçu le problème avant même qu'il le dévoile. Ça veut dire que, par exemple, moi, Ah, mais ça m'aurait personnellement dérangé que le thérapeute ne me coupe pas court directement au problème. Vous voyez ce que je veux dire? alors, Me laisse trouver mon problème alors que j'aurais bien aimé qu'il me le... vous évoquez 3 points très importants de la psychanalyse. D'accord. Le premier, c'est que ça ne sert à rien que... Non, on va le faire dans l'ordre. On appelle le psychanalyste le supposé savoir. C'est-à-dire, il est supposé savoir quelque chose. En fait, le patient vient et attribue au psychanalyste un savoir sur lui que, en fait, lui-même va combler, en fait. Il va venir remplir le savoir qu'il prête au psychanalyste, que le psychanalyste a compris sur lui. Ok. Et c'est cette dynamique-là qui fait que le patient va faire sortir des choses de lui parce qu'il est persuadé que le psychanalyste le sait déjà. Vous comprenez ce que je veux J'ai dire? compris. Pardon pour l'image, c'est comme... En fait, c'est comme être troublé que quelqu'un sache quelque chose sur soi Mhm. et donc se défendre en lui disant « Je sais que tu sais ça sur moi Voilà. ». Ok. Mais en même temps, on lui attribue... Moi, je dis souvent, le psychanalyste vous attribue... Le patient vous attribue son intelligence et vous lui restituez. Mais, idéalement, si vous lui restituez directement, il y a des résistances qui vont se lever, il ne va pas vouloir en entendre parler. C'est pour ça qu'il faut lui laisser le temps que ce soit lui-même qui le découvre, parce que ce faisant, il aura dissous les résistances. C'est bon, j'ai compris. Vous avez compris? Très bien. Voilà. Et alors, le troisième point que vous aviez évoqué... Oui, il m'est arrivé de féliciter une patiente pour une découverte qu'elle avait faite. Et en lui disant, mais vous savez, ce qu'on vient de faire ensemble, Mhm. c'est quelque chose de génial. Donc, c'était quoi? Ça serait compliqué à Ouais, c'est à personnel raconter. quand même. Non, c'est pas une question personnelle. C'est Ok. que, vous savez, il y a une question fondamentale dans la psychanalyse et dans la médecine, c'est le secret médical. C'est une question importante, ça. Seulement, comment faire pour, si le médecin garde secret ce qu'il a découvert, comment faire pour former les autres médecins et comment dispatcher. Donc, Freud lui-même a eu cette problématique-là. Quand il a commencé à écrire à développer sa théorie, il avait besoin d'exemples. Mais le problème, c'est que les gens qu'il soignait à l'époque étaient connus dans la ville. C'était des petites communautés, vous voyez. Et ben, il s'amusait à cacher l'identité des gens. Quand c'était un homme, il le machin. Et puis lui-même, il s'est utilisé lui-même comme objet de recherche. Il a fait ce qu'on appelait son auto-analyse. Mais des fois, il attribuait des rêves que lui-même avait fait. Il l'attribuait à un patient, ou il prenait il s'amusait à jouer. Il jouait à cache-cache pour essayer un minimum de préserver l'identité des personnes. Ok. Moi, j'avoue franchement, je n'ai aucun scrupule à utiliser l'exemple de mes patients et de le faire partager à d'autres. À d'autres patients? À d'autres patients. Ok. Alors, je suis sûr que mes confrères hurleraient, mais je le fais de façon très anonyme. Et je sais que l'exemple que je prends tombe toujours à pic par rapport à la problématique de mon patient. Comme par exemple, il m'arrive très souvent de conseiller à mes patients d'aller voir un film, de lire un livre, de lire un article, etc. Parce que d'abord, ça me fait gagner du temps. Mhm. Et puis, je sais que ça fait gagner du temps aux patients. Et j'ai déjà eu des patients qui ont été soit traumatisés par des films que je leur ai recommandés, soit de m'appeler en me disant, mais c'est génial, c'est exactement ça. Exactement ça. Voilà. Donc, c'est difficile de respecter l'intimité c'est très important de respecter l'intimité d'un patient, mais je pense qu'on peut utiliser certains traits qu'on a découverts avec un patient pour les offrir en partage à un autre patient ou une autre patiente. Il y a eu un petit lapsus là. Lequel? C'est difficile. Oui.
Bien sûr. Ça fait partie de la Ah, mais vous savez psychanalyse. on peut être on est psychanalyste et homme. Ah, C'est ça qui est important. C'est qu'il faut jamais oublier que nous ne sommes que des êtres humains. ok. D'ailleurs, il y a une anecdote très jolie là-dessus. Mhm, C'était Françoise Dolto, mhm. qui était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition clinique. Et elle racontait toujours qu'elle trouvait toujours le moyen, à la fin de la séance, de revenir à l'humain qu'elle est et que le patient est. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la séance, quand la séance était terminée, elle lui disait un mot du quotidien, en fait. Un mot du quotidien. Ah, pour, Voilà, pour dire c'est bon, voilà, ouais. on s'est, On reste des on humains. était, voilà, on reste des humains. Ok. On reste des humains. Ouais, ça fait du bien, je pense. Ah oui, ça fait du bien et c'est très important que le patient n'oublie pas qu'il a affaire qu'à un être humain. Mais surtout que moi, ce qui me fascine, c'est que ça doit être terriblement particulier comme sensation de rencontrer pour la première fois un patient, de l'installer et de lui dire vas-y quoi, parle. Ah bah, c'est des moments magiques. Ça doit être assez particulier quand même. C'est des moments magiques parce que, alors là, c'est vraiment le moment presque le plus sacré. Le premier rendez-vous, Le premier rendez-vous. Parce que ça veut dire le date. the date. Parce que pour vous, c'est. Je vous parlais de Jacques Brel tout à l'heure parce que je trouve que c'est un truc très important. Allez. Pour moi, parce que vraiment, ça m'obsède. C'est que, en fait, vous savez que le mec ou la nana qui a fait ce geste-là, Mhm. peut-être que ça fait 20 ans qu'il veut le faire, mais qu'il n'a jamais eu le courage de le faire. Et je sais que tous mes confrères, nous avons la plus grande admiration et le plus grand respect et la plus grande tendresse pour nos patients, parce que c'est du courage que de faire une thérapie. C'est-à-dire, faire une thérapie, c'est aller dégonder ses propres pensées. C'est-à-dire, c'est penser contre soi presque. C'est penser contre soi pour pouvoir penser avec soi le plus profond de soi. Mm. Voilà. Et c'est une démarche extrêmement courageuse, extrêmement douloureuse parfois, très douloureuse. Et les patients, des fois, ils sont... Il m'est arrivé que des patients me disent je pense qu'on peut s'arrêter là. Et je leur dis mais vous avez raison. Vous avez raison. On en a déjà beaucoup dit. Alors que la séance, ça faisait même pas 20 minutes qu'elle a commencé. Mais le patient a dit déjà 2 ou 3 choses qu'il avait jamais dites avant, qui lui pesaient. Et on sent le patient allégé, troublé par ce qu'il a dit, et en même temps se sentir plus léger. Et il a fait ce que moi j'appelle une ouvrante. C'est-à-dire qu'il a ouvert quelque chose. Ok. Et cette ouverture va ouvrir d'autres ouvertures, d'autres ouvertures, d'autres ouvertures. Donc finalement, un psychanalyste, ou en tout cas le cabinet d'un psychanalyste, c'est un lieu où on vient et on exprime son inconscient. Voilà. C'est-à-dire que c'est un lieu, d'abord, qui vous appartient. Mhm. C'est un espace et un temps. C'est un espace et un temps, c'est parce qu'aujourd'hui, C'est un cadre spatio-temporel. voilà, c'est un cadre spatio-temporel dans lequel vous avez la liberté de parole. Et plus que la liberté de parole, la liberté Du fait de ne pas être jugé par la parole. le fait de ne pas être jugé par la parole, mais il y a un truc il y a ce qu'on appelle les associations libres. C'est-à-dire qu'en fait, Freud a instauré une règle qui est le deal en psychanalyse, c'est simple. Bonjour monsieur, vous venez une fois ou 2 fois ou 3 fois par semaine à la même heure qu'on va convenir ensemble. Mhm. Et vous venez simplement vous asseyez. Alors des fois, vous allez venir avec des choses que vous avez déjà préparées, que vous avez vraiment envie de dire, et puis des choses où vous n'avez rien à dire. Mais le temps vous appartient. Ce temps-là, cet espace-temps vous appartient. Et en fait, le secret de la psychanalyse, c'est que vous allez dire une chose qui va vous faire penser à une autre chose, et sans vous en rendre compte, c'est cette autre chose à laquelle que vous n'aviez pas prévu, où il y a le secret de ce que vous vouliez dire, vraiment, ou de ce qui vous dit vraiment. Ok. Bon, C'est comme un rêve. c'est comme un rêve. Le rêve, il faut juste l'interpréter pour pouvoir le comprendre, en fait. C'est le travail de l'interprétation, une fois que vous l'avez raconté, Mhm. et que vous vous dites, ben, je comprends rien. Le fait de le raconter déjà une première fois, et ben, le fait juste de vouloir l'interpréter va vous donner le sens caché du rêve, Ok. et qui va vous dévoiler quelque chose sur ce que vous pensez, sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez envie. Ok. Et est-ce qu'il y a un corps de métier Ouais. particulier
où vous dites, faut quand même les soigner, ces gens-là. Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, un corps de métier où très souvent on se retrouve face à de la violence ou à la mort, ou très souvent on se retrouve face à l'éducation, à l'éducatif, je sais pas, un des corps de métier où on se retrouve vraiment socialement face à des faits sociaux quotidiens. Ouais, je pense par exemple, bon, moi, dans mon expérience, j'ai travaillé pendant 3 ans aux urgences médico-judiciaires. Donc c'est avec la justice, quoi. La police. C'était avec des policiers. Je Mhm. travaillais beaucoup avec des policiers. Enfin, je travaillais surtout avec des victimes, Mhm. mais ces victimes étaient accompagnées par des policiers. Mhm. Et que notre service servait aussi à faire les examens médicaux pour pouvoir prolonger une garde à vue. Parce que vous savez qu'une garde à vue, au bout de 24 heures, elle ne peut être prolongée qu'avec un avis médical, comme quoi la personne est susceptible. Donc on nous amenait les gens, mais les médecins du service disaient si l'état physique de la personne était compatible avec une poursuite de la garde à vue ou pas. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les flics. D'accord. Et le hasard fait que j'ai eu pas mal de policiers en thérapie. D'accord. Soit directement, soit indirectement. Soit directement, c'est-à-dire que c'était les policiers eux-mêmes qui venaient en thérapie. Soit il m'est arrivé que des patients ou des patientes aient quelqu'un dans leur famille qui était policier. Et au travers de la psychanalyse de ces personnes, on faisait également la psychanalyse de ce policier. Ok. Voilà. Et donc, évidemment, voilà par exemple une activité qui est pas du tout anodine, vous l'imaginez. Voilà. Donc, une personne qui décide d'aller faire une analyse, un policier qui décide d'aller faire une analyse, c'est beaucoup de courage. Parce qu'il va remettre en question les raisons qui l'ont poussé à être policier. Bien sûr. Et des fois, c'est très surprenant. Donc, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que si cette personne a voulu être policier, c'est qu'elle a un problème avec la loi. Et qu'elle espère que son travail va résoudre cette problématique de la loi. Vous comprenez ce que je veux Je dire? comprends très bien. Voilà. Donc, il y a des policiers qui veulent restaurer la loi qu'ils n'ont pas eue dans leur enfance, par exemple, et qui tiennent vraiment à ce que la loi soit restaurée. Donc, ils deviennent policiers. Ils auraient pu devenir juges, mais ils deviennent policiers. Et puis, il y a des gens qui ont été victimes d'une perversion de la loi et qui se retrouvent à essayer de résoudre cette question de la perversion de la loi et qui la résolvent, je sais plus comment on dit, qui la résolvent ou pas. Et qui, voilà. Donc, c'est un métier, voilà, c'est compliqué. Voilà, par exemple, un métier qui, enfin, je crois que je réponds un peu à votre question, là. Non, c'est pas mal. Oui, j'aurais pas pensé, mais voilà. Policier. Policier. Ouais. Policier, c'est Mais par exemple, quand on voit des bavures policières, ouais. c'est un sujet, ça aussi, quand même. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Évidemment. Mais est-ce qu'on se dirait pas que c'est le ça freudien qui fait surface? Par exemple, je pense à l'affaire Théo où putain, le mec il se prend une matraque, quoi. Oh! Ça veut dire que le mec, Même il l'affaire s'est. Naël. L'affaire Naël, pour vous, vous voyez ça comment? Bah, moi, enfin, la justice dira ce qu'elle en pensera, mais c'est de toute évidence un assassinat. Enfin, pour moi. Hein. Hmm. Donc, Mais c'est très controversé quand même cette histoire. Pour peut revenir pas être- au mot de départ. Elle est Parce que quand même, un policier qui gagne une cagnotte d'1 million d'euros, c'est-à-dire que dans la psychologie commune, c'est particulier. Alors, c'est parce qu'il y a de la manipulation. Parce qu'il y a une vraie manipulation de ces événements-là et de ces faits divers-là. Malheureusement, on vit dans un pays, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays au monde, même aux États-Unis d'Amérique. Surtout aux États-Unis. Et surtout aux États-Unis d'Amérique, enfin, c'est une catastrophe. Hmm. Mais il y a une perversion de la loi, il y a une perversion de la justice, il y a une perversion des élections, il y a une perversion de tout. Et malheureusement, il y a une dérive autoritaire dans tous les pays, et il y a une dérive, et les dérives autoritaires passent toujours par la manipulation des faits divers. Et aujourd'hui, on ne voit pas un fait divers pour un fait divers, on le voit qui est la victime, qui est l'agresseur ou qui est l'assassin, et on essaie de coller des préjugés. Alors ça peut être que des étrangers, ça peut être que voilà, et on ne voit plus du tout les faits. On ne voit plus les faits, ce qu'on devrait voir. On voit, c'est des faits. Eh ben non, les gens ne jugent plus les faits en fonction des faits, ils les jugent en fonction de la personne. Alors que, heureusement, que la justice, dans un état de droit,
elle juge. On présente la personne. Il y a un interrogatoire de personnalité au début des jugements, mais à la fin, ce qu'il faut, c'est juger les faits. Les faits. Mais ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Parce que du coup, on a tous un titre, en quelque sorte. On a une étiquette, on a une couleur de peau, on a un truc. Et les gens, aujourd'hui, surtout, voilà, aujourd'hui, l'extrême droite fait feu de n'importe quel événement. C'est-à-dire que dès qu'un événement, la première chose qu'ils veulent savoir, c'est qu'un enfant soit assassiné, violé ou machin, c'est pas important. C'est est-ce qu'il a été violé par un étranger ou pas. Si il a été violé par un étranger, ça peut être nous intéressant. C'est injuste et machin, etc. Ça monte. Par contre, il s'est passé il y a pas très longtemps avec la petite Lola, je crois, je sais pas comment elle s'appelle, dans le 19e. Ah ouais, horrible. Une histoire horrible qui a été assassinée par une femme de toute évidence folle pour avoir, ne serait-ce que par la violence de ce qu'elle a fait. Et ça a été pris. Et il y a même M. Zemmour qui a inventé le mot de francocide. Et si vous leur demandez, mais excusez-moi, 2 semaines après, il y a eu 2 semaines de suite des viols suivis d'assassinats. Sauf que cette fois, c'était pas une jeune femme sous la OQTF qui était le bourreau, c'était des bons Français, entre guillemets. Voilà. Est-ce que ça, c'était un francocide ou c'était pas un francocide? Alors, ils disent, mais non, oui, mais il y a même, alors c'est pas un patient, mais qui m'a même dit, ça n'existe pas. Un viol d'un Français un viol d'une Française et un assassinat d'une Française par un Français de souche, ça n'existe pas. C'était un flic, le patient, ou pas? Non, c'était pas un flic. Non, c'était pas un flic. Non, voilà. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'était pas un flic. Ok. Donc voilà. Alors. Ouais, donc on est dans cette période-là, quoi. On est dans une période extrêmement difficile. Ok. Et moi, j'ai l'impression que aussi chacun s'extrémise dans sa cause. Ça veut dire que comme on est déjà chacun dans notre téléphone avec notre propre narcissisme, on est chacun là à regarder sur notre téléphone ce qui nous intéresse, les combats qui nous intéressent, et du coup on bafoue un peu le collectif. Oui. Et ce qui est grave encore plus, c'est que les algorithmes vous enferment dans votre propre sélection. Vous voyez, par exemple, il y avait l'exemple de la librairie. Le bonheur d'une librairie, c'est que quand vous rentrez dans une librairie, vous ne saviez pas où vous alliez aller. Vous allez pour acheter un livre, et en fait, vous allez vous balader, et vous allez vous retrouver avec des livres qui n'avaient rien à voir avec ce que vous vouliez acheter. Vous achetez les livres que vous vouliez, mais en plus, vous allez acheter d'autres livres auxquels vous n'aviez pas pensé. Mais ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous faire découvrir des choses. Aujourd'hui, les librairies se spécialisent, et les rayons se spécialisent. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, la littérature homosexuelle, vous avez la littérature ceci, cela. Il n'y a plus de passerelle. Les gens sont renfermés dans... Bon, après, vous connaissez l'expression, ça alimente le narcissisme des petites différences. Voilà. Et le narcissisme des petites différences, Freud, la phrase complète de Freud, c'est « ce qui tuera le monde, c'est pas la guerre entre les empires, c'est la guerre, c'est le narcissisme des petites différences. Chacun va vouloir tuer son voisin. Et d'ailleurs, je lisais un livre et il parlait du fait que finalement, de nos jours, il y aura plus de guerre mondiale, mais il y aura une guerre mondialisée. C'est ça. C'est-à-dire que chacun va faire sa petite guéguerre dans son côté, mais mondialement. Ouais. Et on va pas tous être de front, par exemple, à s'opposer, mais mondialement à faire des petites guéguerres. C'est-à-dire que ça va essaimer en petits groupes. C'est le tragique exemple du génocide rwandais. Le génocide rwandais, vous savez que le génocide rwandais a été construit de toutes pièces par une radio qui s'appelait la radio des 1000 collines, et il y a des chercheurs dont Yad Vashem, d'ailleurs Yad Vashem c'est le centre de la recherche sur la Shoah, qui a fait des recherches très 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 poussées sur comment s'est déroulé le truc. Et pendant 2 ans avant, 3 ans avant, il y a des gens qui ont mis de l'argent pour créer une radio-télévision des 1000 collines. Radio-télévision des 1000 collines. Alors, ils n'ont pas pu utiliser la télévision parce que tout le monde n'avait pas la télé là-bas, mais ils ont fait une radio. Et les chercheurs ont analysé les 3 ans ils ont récupéré toutes les bandes. Il y avait à peu près une quinzaine, je crois, de journalistes. Dont un couvrait 25% du temps d'antenne. Et on a compris que c'est cette radio-là qui avait monté la tête des gens, qui les avait préparés à transformer leur ennemi, qui étaient des voisins, en punaises, en animaux, en rats, en vermines. Et il fallait juste une étincelle
pour que cette violence qui avait été cumulée, qui avait été alimentée, explose. Et en 3 mois, il y a eu 800 000 morts. Sans Zyklone B. Zyklone B, vous savez, c'est le gaz que les nazis utilisaient dans les chambres à gaz. Sans armes, sans rien, juste avec des petites machettes. C'est le génocide au taux de rendement le plus prolifique qui a été, juste avec une radio. Et quand on écoute certaines radios, certaines télévisions françaises aujourd'hui, c'est exactement la radio d'Émile Colline. Quand vous voyez comment vous trouvez à ce point quand même. Ah, je peux vous dire à ce point-là. Vous avez perçu ça, vous, dans mais votre... moi, je le perçois tous les jours. Et des fois, je me force à regarder. Pour ne pas la citer, je me force à regarder ces news pour voir jusqu'où ça va. Okay. Jusqu'où ça va. Okay. Et c'est ahurissant. Et ils sont en train de préparer la guerre civile qu'ils alimentent. Ils vivent vraiment comme s'il y avait une guerre civile du jour au lendemain. Or, il la crée, il l'alimente, il la tease. Les mots créent les problèmes. Il la tease exactement comme la radio d'Émile Colline. Il la tease et il la tease dans le sens teaser, faire un teaser, quoi. Voilà, exactement. Ok. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oh, c'est triste. Et vous pensez que l'être humain est obligé de détruire pour mieux reconstruire? Finalement. Parce que quand on regarde l'histoire, on écrit l'histoire, on voit que l'histoire, c'est toujours les mêmes principes de la montée de la violence, de la division des gens, ok? Et on continue. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est que je me suis dit, bon, moi, je suis né en janvier 2001, c'est-à-dire je suis un enfant du premier millénaire, je me suis dit, c'est magnifique, on arrive rempli de technologie, c'est génial, etc., etc. Je me suis dit, bon, quand on nous apprend l'histoire, on se dit, bon, ça va plus arriver puisque on le sait déjà. On est capable de l'appréhender, d'accord? Ouais. Mais finalement, en fait, non. C'est propre à l'homme ce processus, en tout cas, est propre à l'humanité. C'est toute la question qui est désespérante, en fait. C'est désespérant. Et c'est désespérant. Mais en même temps, il y a que l'espoir. C'est-à-dire plus. Parce que s'il y a pas, s'il y a pas de désespoir, il y a pas d'espoir. Exactement. Mais vous savez, c'est marrant. Je vais vous citer une de mes patientes. C'est une patiente qui était très drôle parce que quand elle est arrivée, elle avait un vrai problème d'addiction à l'alcool. D'accord. Qu'à l'alcool ou à la drogue aussi? À l'alcool d'abord. Et puis un jour, elle m'a dit, Monsieur Trojman, il va falloir que vous fassiez avec le cannabis que vous avez fait avec l'alcool. Donc vous avez caché l'addiction. Non, elle l'évoquait comme ça. Mais un jour, elle a voulu s'attaquer à ce truc-là. Et donc, en fait, on s'était débarrassé de l'alcool, donc elle voulait qu'on se débarrasse du cannabis. Bon, c'est plus dur. Hein. C'était beaucoup plus dur, et ça nous a pris beaucoup plus d'années que ne nous avait pris le débarras de l'alcool. Mais un jour, alors aujourd'hui, juste pour l'anecdote, c'est une patiente qui est devenue psychanalyste. À un moment donné, elle savait pas quoi faire, et moi je lui dis, faites des études de psy, je suis sûr que ça vous ira bien. Et donc, elle a fait ses études de psy, et aujourd'hui, c'est une de mes collègues. Voilà. Sympa. Très sympa. Belle histoire. Très belle histoire. Et elle m'a même fait l'honneur de me demander d'être son contrôleur. Oui, parce que ça aussi, il faut en parler du fait que, le en contrôleur. Bon, et un jour, elle m'a posé une question très, très, très bizarre. Elle m'a dit, Monsieur Trojman, mais alors sur le même temps de Mission Impossible, il va falloir que vous m'appreniez le désespoir. Alors je la regarde, je dis, mais vous savez pertinemment que c'est le contraire de notre activité, en fait. Cher consoeur. Nous, on apprend l'espoir. Ce qu'on fait, c'est basé sur l'espoir. Ouais. Et très longtemps après, je suis revenu et je dis, vous savez, vous avez raison. Hein. Faut apprendre à être désespéré. Il faut apprendre à être désespéré. Parce que si vous ne désespérez pas, alors on peut vous faire avaler n'importe quoi. C'est le désespoir, il y a un moment donné où il faut désespérer pour dire stop. En fait, c'est comme si être pessimiste, ça menait parfois à pouvoir se dégager de certaines situations. C'est-à-dire que c'est le pessimisme. Parce que moi, par exemple, honnêtement, je suis quelqu'un de pessimiste. D'accord. Ok, on va le prendre comme ça. Ouais. Genre, je me dis, bon, ok, en fait, on comprend rien, on n'analyse rien. Je rêverais d'avoir des enfants, plein d'enfants, mais je suis tellement pessimiste face à l'environnement, face aux méthodes digitales de nos jours, etc. Et même au mimétisme commun d'utiliser un smartphone, de trucs, que je me vois même pas avoir un enfant en vrai dans un monde comme ça. Et donc, je suis désespéré, mais d'un autre côté,
ce fait d'être pessimiste, c'est parce que je vis dans une société qui est comme ça. J'habite à Paris, bon, j'ai grandi ici, etc. Mais dans le monde entier, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu des enfants très, très, très heureux qui, eux, vivaient au vert, vivaient dans un environnement plutôt verdoyant. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste l'endroit où je vis qui est comme ça, mais dans le monde entier, il y a des gens qui vivent sans téléphone, il y a des gens qui vivent près des animaux, il y a des gens qui vivent de leur propre récolte, etc., etc. Et finalement, c'est ça peut-être le luxe de nos jours, le vrai luxe. Sûrement, mais le plus grand luxe, vous vous souvenez, vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé du reproche que vous faisiez à votre mère de vous avoir même mis au monde, que vous ne Ouais, lui avez rien demandé. exactement. Ah, je lui ai rien demandé. Vous lui avez rien demandé. Je lui ai rien demandé. Moi, je pense qu'il faut continuer à ne rien demander. Il faut pas laisser, voilà, il faut continuer à faire des enfants, Ok. quel que soit le monde qu'on a, Hmm. parce que c'est ça l'espoir. C'est-à-dire que il y a le mot de Billy Wilder. Vous savez, on reprochait à Billy Wilder était un réalisateur allemand qui est allé se réfugier à Hollywood. Et une méchante journaliste lui a dit dites-moi, pendant que vous bronziez sur votre piscine hollywoodienne, vos frères se faisaient griller dans les fours crématoires. Hmm. Et il lui a dit madame, vous savez, les optimistes sont dans les fours crématoires et les pessimistes sont sur une piscine de trucs. Donc, le pessimisme et le désespoir, c'est quelque chose de très important. À une condition, c'est de ne pas s'y soumettre. C'est-à-dire que plus le désespoir, plus la situation est désespérante, plus il faut avoir de l'espoir. C'est le fameux vers de Apollinaire où il dit « Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. » Voilà. Et plus c'est dur, plus c'est difficile, plus il faut garder l'espoir. Et les enfants sont vraiment c'est la plus grande preuve de vie. Vous savez, on n'a pas parlé de pulsion de mort et pulsion de vie, mais faire des enfants, c'est de la pulsion de vie. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Petit point. Ouais. Mais, par exemple, moi, je vis en France. Ouais. Et le président, comme il y a eu une baisse démographique et une baisse de natalité, Ouais. il a parlé de réarmement Ouais. démographique. Mais moi, le terme, il me dérange. C'est-à-dire que mon enfant, ça sonne déjà arme. Oui, mais enfin, il a pas obligé les gens à le faire. Moi, on m'a pas obligé. Mais Moi, on non. m'a obligé à rien. Lui-même, Non. il en a pas. Mais son mot, voilà, c'est comme on lui reproche aujourd'hui d'avoir dit que le Covid c'était une guerre. On était en guerre, voilà. Mais moi, le Covid, en réalité, moi, comment je le perçois, même comment je l'entends. Non, comment je l'entends, Ouais. c'est co-vide, genre avec vide. Ça veut dire que on était en guerre avec le vide, l'ennemi est inodore, incolore, ce que tu veux. Mais il y a C'est eu fou des quand même. morts. Ouais, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Et il y en aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus si on l'avait. Les pays qui n'ont pas confiné Mhm. ont eu beaucoup, beaucoup plus de morts. Ouais. Aux États-Unis, il y avait des États qui ont confiné, des États qui n'ont pas confiné. Mhm. Il y a des différences énormes entre les uns et les autres, simplement du nombre de morts. Voilà. Et c'est facile. Combien il y a de morts par an ou dans un pays? Combien il y a eu de morts cette année-là? Ben, l'écart, c'est ceux qui sont morts à cause du Covid ou ceux qui sont morts des conséquences du Covid. Et c'est pas possible de ramener ça à autre chose. Vous voyez? Et puis, comment on appelle ça? Les microscopes ne mentent pas. Vous voyez, les microscopes, quand vous regardez dans un microscope et que vous découvrez un virus, c'est un virus. Et quand vous lui mettez un antivirus et que le virus disparaît parce que l'antivirus a marché, c'est que ça existe. Un microscope ne ment pas. Voilà. Ok. Donc, bon, on a l'air de s'être éloigné de la psychanalyse, mais c'est pas vrai, parce que voilà, la psychanalyse, c'est la vie. Vraiment, c'est la vie. C'est la vie, et il y a une blague très très sympathique qu'on raconte, une blague juive. Mhm. On dit qu'il y aurait eu 5 grands bonhommes dans le judaïsme. Vous la connaissez, non? Non. Je vais vous la raconter. Qui est le premier Moïse? Alors, voilà, c'est Moïse Ok. qui aurait dit « tout est loi ». Parce que Ouais. le mot Torah, c'est la loi. Ok. D'accord. Après, il y a eu Jésus-Christ Ok. qui a dit « tout est amour ». Puisqu'il apprenait l'amour du prochain, tu aimeras tu aimeras l'autre comme toi. Après, il y a Karl Marx qui est venu et qui a dit « tout est argent ». Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai. Mais Malheureusement. tout est vrai, hein, tout ce que je viens de dire est vrai. Tout est Loi, amour, tout est argent. tout est argent. Ça se complète bien. Ça se complète bien. Et Mais si- l'argent est tellement devenu une vertu de nos jours. Je suis pas sûr que ce soit une vertu. Moi, je trouve. Non, malheureusement, j'en fais pas l'éloge. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une vertu. C'est une évolution dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Je vous finis ma blague. Donc, le quatrième homme, c'était Sigmund Freud qui a dit tout est sexe. Mhm. Et Albert Einstein est venu et il a dit tout est relatif. Voilà. Pas C'est mal. amusant parce que Pas mal, ça, pas mal. ouais, pas mal. C'est relatif. Voilà. C'est pas mal. J'aime bien. Et c'était tous des. Il se trouve que c'était tous des juifs. Oui, oui. Ok. Et c'est pas pour faire de l'ethnocentrisme parce que voilà, on s'en fout. Il y a d'autres gens qui sont pas juifs et qui ont fait des choses magnifiques. Encore heureux. Bah oui, heureusement. On va pas terminer sur le judaïsme quand même. Pourquoi pas? C'est très bien. Très bien le judaïsme. Ah ouais? Ah oui, c'est très bien. Il y a un de Ok. mes collègues qui a dit un truc très très beau, que je trouve très beau. Hmm. Il dit, j'interdis à quiconque de réduire mon judaïsme à la défense d'Israël ou à la lutte contre l'antisémitisme. Le judaïsme, c'est beaucoup plus riche que ça et beaucoup plus intelligent. Hmm. Bon, alors on peut parler de ça. Défense Ouais. d'Israël, antisémitisme, c'est Vous voulez actuel. rentrer C'est d'entrée dans le actuel. sujet, C'est oulala. Mais je crois actuel. qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure quand on a évoqué la question de l'absence de savoir, de l'absence de mesure, de l'affect qui prend la Je l'ai ressenti, le moi aussi. dessous. Ouais. Oui, j'ai bien sûr. sous-entendu. Bien sûr. Voilà. Donc on est dans une situation extrêmement difficile. Enfin, je sais pas si vous voulez dire un mot. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. La question israélo-palestinienne est compliquée. Moi, je pense qu'on a juste oublié les enfants, encore une fois. Les enfants, Ouais, on les oublie toujours. on les oublie toujours. Souvent, c'est eux qui payent. D'ailleurs, c'est vous qui payez le plus cher dans les attentats. J'ai entendu que dans l'attentat de Nice, Hmm. sur 84 personnes qui ont été assassinées, il y avait, je crois, 15 enfants. Hmm. Et juste j'en profite pour dire que sur les 84 victimes, il y en avait 36 qui étaient musulmanes. Hmm. 36 sur 84. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que quand un mec fait un attentat, il en a rien à foutre de qui est là. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de cause d'un attentat. Ah, il y en a qui calculent quand même. C'est-à-dire. Là, par exemple, prenons ce qui s'est passé le 7 octobre. Hmm. Les penseurs du Hamas Hmm. ont calculé ce qui allait se passer. Ils ont calculé ce qu'ils ont fait. Et ils savaient quelles seraient les conséquences. Et là, la conséquence est Mais la conséquence, désastreuse. elle est désastreuse, mais pour les Palestiniens. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils n'ont pensé aux Palestiniens. Ils se doutaient bien que n'importe quel pays au monde qui a une attaque militaire de cette notion-là ne pouvait pas ne pas répondre, ne peut pas ne pas répondre. Hmm. Que donc, ils savaient pertinemment que ça allait pousser à une destruction. Et malheureusement, on est retourné 30 ans en arrière. On a perdu 30 ans. C'est plus 20 ans, Un peu c'est plus, 30 quand ans même. d'année. Oui, il y en a qui disent que juste pour débarrasser les gravats de Gaza, il faudrait 14 années. Et pour reconstruire Gaza, il faudrait 80 ans. Je ne sais pas si vous imaginez le calcul. Quel est le calcul? Qu'est-ce qu'ils ont gagné en fait? Où est le bénéfice? Moi, j'ai envie de finir avec Une note un peu plus heureuse? une petite phrase de Pierre Desproges. Ah, j'aime bien. L'ennemi est bête. Il pense que c'est nous l'ennemi. C'est ça. Elle est très bien cette phrase. Elle est magnifique. On va rentrer là. Oui, vous pouvez, enfin, je sais pas, c'est vous qui avez la main sur la Ah fin non, de on l'entretien. va terminer comme ça, Bah c'est oui, très bien. Très bien, voilà. Très bien. L'ennemi, voilà. L'ennemi est bête. Voilà. Je pense que c'est nous l'ennemi. Voilà. C'est parfait. Très très bien. Voilà. C'est actuel. C'est sur l'altérité. C'est tendance sur le même. miroir. C'est même tendance. Vous Ouais, vous c'est plus vous rendez intéressant. compte, la guerre est devenue tendance. Ouais. C'est triste. Bon, c'est triste, mais il y a quand même beaucoup Mais oui, la d'espoir vie, dans la vie. vie. Il y a des enfants qui sont magnifiques. Il y a, comme disait le poète Paul Éluard, les plus beaux des enfants sont en train de grandir. J'espère. Voilà. Mais moi, j'en suis sûr. J'espère. J'en connais. En tout cas, on n'a pas le droit d'appeler Adolphe à la mairie. du 19e. Mais heureusement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'était très agréable. On peut parler, ça sera enregistré. Ouais. Alors, t'en penses quoi, Danou? J'ai kiffé. Ah ouais? Ouais. Même moi, j'ai bien aimé le faire.